Il existe des univers de l'imaginaire avec une saveur assez singulière. Des univers qui proposent aux explorateurs qui décident de s'y intéresser une expérience véritablement unique, riche et ô combien mémorable. Pour certains, c'est dans les livres qu'ils ont pour la première fois mis les pieds dans ce genre de monde. Pour d'autres, c'est grâce au cinéma, l'animation ou autre. Mais au final, peu importe le support, puisque le plus important, c'est la capacité qu'a ce genre d'univers à plonger son explorateur dans un gouffre de folles idées auxquelles il ne s'attend pas et à faire frissonner son âme d'aventurier. En bref, le genre d'univers avec lesquels on a grandi pour beaucoup et qui font même d'une certaine manière partie de nous aujourd'hui. Et puis bon, moi vous me connaissez maintenant et si j'ai bien une passion en particulier qui m'anime depuis tout petit, c'est bien la découverte et l'exploration de ce genre d'univers, des univers qui pour certains je dédie même de nombreuses vidéos sur ma chaîne, que ce soit pour analyser, décrypter ou assembler les pièces de puzzle d'un mystère quelconque ou d'un secret bien trop gardé. Et vous le savez aussi, du moins si vous êtes à bord de mon vaisseau depuis tout ce temps, que j'aime tout particulièrement l'univers du Cosmos, popularisé grâce à Dofus mais surtout grâce à Wakfu la série, dont on va justement parler aujourd'hui, même si ce sera assez différent puisque sous la forme d'une interview consacrée entièrement à la saison 4 de la série. Du coup, eh bien c'est comme ça que je suis parti à la source chez Ankama pour poser quelques questions à Tot, bref, pour parler de cette saison 4 tant attendue d'un show qui me passionne depuis toujours. Prenez quelque chose à grignoter car ça va être un peu plus long que d'habitude et installez-vous confortablement. Je suis Hirosef et aujourd'hui, eh bien on parle de Wakfu S4 et de tout ce qui tourne autour. Bon visionnage. On sait via les autres saisons qu'il y a certains thèmes qui sont chers à Wakfu la série. Ça parle entre autres de l'importance de la famille, ça parle d'amour, de sacrifice aussi. Du coup, est-ce qu'il y a un thème en particulier ou plusieurs que vous souhaitez traiter ou approfondir à travers cette nouvelle saison ? Cette saison 4, l'idée c'est de repartir sur des thèmes qui ont été légèrement abordés, qui n'étaient pas centraux, mais qui ont été légèrement abordés dans les saisons précédentes, notamment la responsabilité. On l'a vu aussi dans les OAV avec... Il y a quelque chose que j'adore par rapport à ce qu'on écrit notamment sur Yugo, c'est que c'est le héros, mais systématiquement il est obligé de prendre des décisions qui sont un petit peu compliquées, enfin très compliquées même. Et ce que j'adore, c'est ce côté en fait héros anti-héros, parce que plus on avance et plus on se rend compte que même s'il a des très bonnes intentions, finalement il se comporte pas toujours bien. Et donc ce thème-là, j'aimerais beaucoup qu'on continue de l'exploiter. On va continuer de l'exploiter dans la saison 4, parce qu'il va encore être face à des choix assez fous, assez terribles, et il devra, en fait, tout le monde devra en subir les conséquences quelque part. Donc ce thème-là, la famille bien sûr toujours, parce qu'en fait la confrérie c'est devenu une grande famille, et puis en plus il y a un petit, il y a Pain qui est arrivé et qu'on va pouvoir développer, avec lequel on va pouvoir s'amuser. Mais ce thème-là sera toujours là parce que c'est quelque chose qui porte l'univers de Wakfu. Par contre le gros thème saison 4, ça va être plutôt basé sur la responsabilité du héros en fait. On peut voir un Yugo adulte dans le trailer de la saison 4. Est-ce parce que vous avez été libéré des contraintes liées à France Télévisions ? Est-ce que vous allez pouvoir raconter l'histoire avec plus de liberté ? Avec France Télévisions, pour être totalement clair, on a toujours été assez libre. Vraiment. Ils ont eu une angoisse. Sur la saison 3 quand je leur ai demandé, parce que je voulais vieillir Yugo à cette époque-là. Je voulais déjà que Yugo devienne en fait... parce que je voulais travailler son histoire avec Amalia. Et donc je voulais le vieillir, physiquement. Parce que là c'est un petit peu compliqué d'avoir une nana qui a 20 ans et lui qui est encore dans un corps de 12 ans, 13 ans. Bon, il y a un côté un peu, pas malsain, mais si on peut le dire quand même un peu malsain. Donc FTV c'est le seul sujet sur lequel ils ont un peu tiqué. C'est-à-dire que quand je leur ai dit, ben voilà, Yugo va changer d'apparence, il va vieillir, c'est normal, ça fait quand même 10 ans, 12 ans qu'on travaille sur ces personnages-là. Yugo a grandi. On a Évangéline et Tristepin qui commencent à 16 ans, 15 ans, 16 ans dans la saison 1, qui ont plus de 20 ans, qui ont des enfants maintenant. C'est normal que Yugo, lui aussi, voilà. Et ça les avait un petit peu bloqués à l'époque, notamment parce qu'en fait, les spectateurs s'identifiaient beaucoup aux héros, que ça avait encore vocation à aller sur leur chaîne principale. Et donc ils m'ont dit, bon, les autres personnages, ok, mais sur Yugo c'est quand même gênant. Mais en soi, sur le coup, ça m'a un peu gêné, mais ce qui est assez sympa, notamment quand t'écris ou quand t'as des contraintes comme ça, c'est que quelque part ça te donne un cadre.
Et de cette contrainte-là, en fait, est venue des idées, sont venues des idées, en tout cas il y a une créativité qui s'est développée autour de ça, avec cette idée qui fonctionne bien, je trouve, à la fin et que j'adore, que Hugo, en fait, ayant du sang draconique dans les veines, vieillit très lentement. Et donc de cette contrainte imposée par notre diffuseur, finalement, ressort quelque chose de super, je trouve, parce que ça le met dans un contexte en fait extrêmement compliqué. Il est amoureux d'une nana, mais en fait physiquement, quelque part, il ne peut pas consommer. Enfin, ça ne peut pas se passer. Je trouve ça super. C'est quelque chose que je voulais développer avec Joris sous une autre forme. Au travers d'un personnage, en fait, Joris, l'idée c'était d'en faire un immortel. C'est quelque chose qui me plaisait beaucoup dans Highlander. Adolescent, j'ai été quand même vachement influencé par Highlander. C'était en plus ma période Queen. Bon, les jeunes, voilà, c'était dans les années dans les années 80. Et Highlander, ça m'avait frappé. Et ce que j'adorais dans Highlander, c'est comment dire, c'est surtout, alors bien sûr, l'ambiance, les mecs qui se battent à l'épée, qui se coupent la tête quand t'es ado, tu vois, ça t'es à fond, quoi. Mais ce qui me plaisait, surtout dans Highlander, c'est l'idée en fait qu'il voyait comment dire, disparaître toutes les personnes en fait auxquelles il tenait. Il vieillissait pas en même temps qu'elle, donc lui il ne vieillissait pas en tant qu'immortel, elle mourait, et en fait ça a été abordé dans le film, mais je trouve pas tant que ça. Et bon après c'est un film en même temps, ils avaient qu'1 heure et demie, et puis c'était pas vraiment le propos ultime du truc. Mais c'est ce que je voulais développer avec Joris. Et au travers de toute la saga qu'on voulait faire avec Joris, et qu'on continue à développer par-ci, par-là. Et ça, je veux le remettre aussi sur Hugo. C'est-à-dire que Hugo vieillissant plus lentement, sa nana doit l'attendre quelque part, attendre qu'il soit prêt. Et lui, il vit avec cette frustration-là. Et ce qui me plaît, c'est de l'imaginer quand il aura un siècle, par exemple. Et que peut-être qu'à un siècle, il aura le physique d'un mec de 30 piges. C'est d'imaginer qu'il aura perdu tout son environnement. Et donc quel impact ça pourrait avoir en fait sur son esprit, quel impact ça pourrait avoir sur son comportement. Alors on n'y est pas, hein, c'est pas la saison 4, hein, mais j'essaie de diriger les choses vers ça. Ça me plaît de le torturer, parce que je suis un monstre. Donc ça me plaît de torturer Hugo et de me dire ok, vers quoi on t'emmène en fait. On l'emmène doucement vers ça. Donc de la contrainte FTV, naît ça. Et pour répondre clairement à ta question, j'aimerais beaucoup le faire vieillir sur la saison 4. De toute façon, je vais revenir à la charge auprès de FTV sur ça. Ça ne pourra pas être au démarrage, forcément. De toute façon, le début, on sait qu'il n'est pas encore comme ça. Mais j'ai un projet pour que ça arrive pendant la saison. Il faut que ça passe. Avec le trailer Kickstarter de Wakfu saison 4, on a eu l'occasion de voir que Killby allait faire son retour. À côté de Killby, il y a d'autres personnes emprisonnées, disparues ou présumées mortes que vous souhaitez peut-être ramener pour cette saison. En fait, je me suis fixé une règle, comme ça va être clair pour toutes les personnes qui se posent à chaque fois la question. Je ne fais jamais revenir les morts. Donc quand je le fais, c'est qu'ils ne sont pas vraiment morts. Mais quand c'est... Voilà, notamment sur Pimpin, où il y avait cette envie de le connecter vraiment aussi à Rubilax, de raconter une belle aventure derrière. C'est, on va dire, la seule fois, je pense, où j'ai fait ça. Et il y avait quelque chose derrière. Je ne fais pas revenir les morts. Donc voilà, Nox reviendra pas. Et s'il revient, il reviendra sous une autre forme, en fait. C'est pas lui qui finalement s'est pas suicidé à la fin de la saison 1 et blabla. J'aime pas ça dans les, comment dire, j'ai du mal avec ça notamment dans les films, je suis un gros fan de super-héros, de comics. Spider-Man est mort 15 fois, quoi. Donc à la fin, quand il meurt, ça a plus de valeur. Ou quand quelqu'un de son entourage meurt, ça a plus d'impact parce qu'il est mort trop souvent et il est revenu trop souvent surtout. Donc je veux pas faire ça dans l'univers je veux pas qu'on fasse ça dans l'univers du Cosmos. Donc je suis assez fidèle à ça. Sur Killby, la question ne se pose pas, parce que de toute façon, il n'a jamais été tué. Peut-être que ce qui lui arrive, c'est pire. Déjà qu'il était à moitié barjo, donc là, enfermé avec lui-même, on va dire. Je pense que comment dire, ça va pas s'arranger pour lui. Maintenant, il est dans une prison, donc
Ouais. Le principe de la prison, c'est que tu peux t'évader et il peut se passer des choses comme ça. On a eu l'occasion à travers la saison 3 de découvrir plusieurs nouveaux personnages, comme la demi-déesse Crieur pour ne citer qu'elle. Est-ce qu'à travers cette nouvelle saison, vous souhaitez donner à ces personnages plus de place dans l'histoire, ou alors est-ce qu'ils vont rester assez secondaires? Alors on se consacrera toujours plus, on sera toujours plus focalisé sur la confrérie du tofu. Maintenant, il y a des personnages que j'aimerais développer, des personnages comme justement la Kali, qui est une demi-déesse. Elle n'a pas eu sa place. C'est même celle, je pense, qui a le moins eu sa place dans la saison 3. En tout cas, c'est ses moments à elle. Donc clairement, j'aimerais beaucoup la développer. Maintenant, j'ai une trame principale qui concerne en grande partie la confrérie. Donc je me focus sur la confrérie. Et les personnages secondaires, j'essaye après de les faire graviter autour et de leur donner une importance. Mais aujourd'hui, on a tellement de persos. Et j'ai là, pour le coup, 13 épisodes encore. Donc on va avoir de quoi s'amuser. On va avoir de quoi faire des jeux, des trucs super sympas. Mais ça, je ferai jamais rentrer des personnages secondaires au forceps. Je sais que ça a pas plu, notamment dans la saison 3, parce que beaucoup de joueurs s'identifient aux personnages qui symbolisent leur classe. Donc ils ont eu l'impression, notamment j'avais lu sur Harbour, que j'avais oublié Harbour dans la tour. Mais pour moi, Harbour, il est mort dans les OAV. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Echo elle le transforme en statue de glace, c'est terminé. Après, je comprends qu'ils aient pu se dire, ouais, mais il peut revenir, il est juste frozen et puis on n'en parle plus. Et vu que c'est un mec qui est basé aussi pas mal sur la magie du froid, il pourrait revenir. Mais moi, dans ma tête, c'était fini pour lui. Donc peut-être qu'en disant ça, même, ça va être pire encore dans la tête des fans. Mais c'est pour ça que quand on me dit tu l'as oublié dans l'étage, mais j'ai pas oublié. Pour moi, son histoire, elle était terminée. Donc voilà, il a eu quand même une belle place, il a quand même eu pas mal de choses à lui. Peut-être qu'il aurait pu avoir une fin plus grandiose, c'est vrai, mais il a eu un bon développement quand même, Harbour. Il a un peu emmerdé le monde, c'était pas mal. Donc non, sur les autres, voilà, tout ça pour dire que oui, j'aimerais beaucoup, je vais continuer à développer les personnages secondaires, mais ils viendront pas remplacer, si tu veux, les héros de la série. Et ça sera peut-être dans d'autres choses, d'autres projets, mais dans Wakfu, c'est la confrérie qui est au premier plan. Et bien sûr, pour la deuxième partie de la question, bien sûr il y aura d'autres personnages qui vont arriver, dont un sur lequel je suis vraiment en train de m'amuser. Et j'ai hâte, de le présenter, j'ai hâte qu'on vous le montre. On avait, durant l'interview d'il y a 2 ans, eu l'occasion de parler rapidement d'Eva et de ton envie de développer son background. Est-ce que c'est toujours d'actualité ou est-ce que vous avez d'autres objectifs pour cette saison 4? Alors non, je vais vraiment développer Eva parce que c'est celle qui a pour le coup, qui est la plus secrète, qui est, comment dire, je veux développer sa backstory. Et j'ai un super, voilà, je pense que j'ai quelque chose de super. On va voir ce que ça donne, mais par rapport aux discussions qu'on avait eues à l'époque, c'était encore en train de mûrir et je t'avais dit, il me semble, si c'est pas le cas, je vais passer pour un con, mais c'est pas grave. Et il me semble que je t'avais dit, j'étais parti dans un côté un peu espionnage, un truc un peu, elle était placée, machin, j'ai eu des idées comme ça à un moment. Et en même temps, ça faisait trop rajout, ça faisait trop de trucs après coup. Et ça m'a. Et en fait, je me suis dit, ça marchera pas, ça fait trop. Voilà. Et puis elle est trop pure. Et là, j'ai un truc beaucoup mieux, toujours basé autour de la famille. On va pouvoir avoir des explications sur ce qu'elle faisait au royaume Sadida, pourquoi c'est devenu la garde du corps d'Amalia et tout. Je pense qu'au final, c'est ça qu'on veut savoir. Et j'ai quelque chose de pas mal. On va voir. En tout cas, moi, ça me plaît beaucoup. On a pu voir dans le trailer que la confrérie du tofu était de retour dans le monde des 12, alors que la saison 3 se terminait dans l'Inglorium. La saison 4 nous montrera-t-elle directement les événements à la suite de la saison 3, ou alors est-ce qu'il y aura une sorte de bond dans le temps? Pour le coup, sur le trailer, c'est que on s'est aussi beaucoup projeté. C'est-à-dire que comment expliquer sans trop en dire, parce qu'après je sais qu'il y a de la théorie dans tous les sens et qu'il y a des gens qui vont être déçus si la théorie qu'ils ont proposée c'est pas la bonne. Donc
L'idée, c'est de clôturer avec la saison 4 de Wakfu. Et de passer à l'ère suivante, avec Waven, le jeu qu'on est en train de développer, sur lequel on s'amuse beaucoup et qui va vraiment avoir une bonne tête, je pense. Et entre les deux, il y a un événement. Donc il y a la saison 4 de Wakfu qui va venir clôturer l'ère Wakfu. Waven, entre les deux, il se passe un gros truc. Et il y a des éléments dans le trailer qu'on a fait pour le Kickstarter qui sont entre les deux, tu vois, qui sont dans cette phase-là. Donc voilà, c'est la façon dont je peux le résumer le plus simplement possible. Il y a des choses qu'on voit dans le trailer qui ne seront pas dans la saison 4. On a pu voir que chaque antagoniste a toujours apporté des problématiques et des messages intéressants, poussant encore et toujours les fans à réfléchir. Est-ce qu'on trouvera quelque chose de similaire dans cette nouvelle saison à travers la nouvelle grande menace ? Sur la nouvelle menace, j'ai le comment je suis un peu en galère parce que ça va avoir de la gueule visuellement, mais en termes de débat moral, on va dire, de psychologie, ça sera moins fort qu'un Nox ou qu'un Killby. Donc je vais être obligé de vraiment booster les ressentiments des héros. En fait, on avait quand même Nox, on le comprend à 200%, limite à la fin on se tient presque avec lui. En tout cas, il y a ce côté débat, quand on y pense, on se dit, il veut sauver sa famille, je le suis en fait. S'il se téléporte et que son plan fonctionne, tout ce qu'il aura fait, ça comptera pas, puisqu'il remontera le temps. Et donc il est dans ce délire-là. Et d'ailleurs, c'est assez marrant, je sais pas si vous avez déjà suivi la série c'est Fringe. Ça vous dit les mondes parallèles, ça vous dit rien? C'était une série de qui ça? Bon, c'était pas Brahms encore. Et en fait, il y a un épisode que j'ai découvert quelques années après. C'est exactement le même script. C'est un truc de fou. C'est un scientifique qui travaille sur les voyages dans le temps. Sa femme meurt, alors qu'il a rendez-vous avec elle pour aller bouffer au restaurant. Sa femme meurt dans un accident, il s'en veut à fond. Et en fait, je dis pas qu'ils ont pompé, attention, je suis pas en train de dire ça du tout, mais je pense juste que... Et après, du coup, il utilise ce qu'il a appris en sciences pour remonter dans le temps. Et ça va même jusqu'au truc où, quand il remonte dans le temps, il pompe l'énergie des êtres vivants, qui sont dans l'endroit où il arrive. Donc on retrouve des mecs, on retrouve des cendres partout. Et j'ai vu l'épisode, je me suis dit, purée, c'est un truc de dingue. C'est vraiment à la ligne près, et j'ai adoré cet épisode. Je me suis dit, ok, au début je ne le voyais pas arriver, donc voilà. Donc des personnages comme ça, et c'était super émouvant aussi en fait, parce que c'est un personnage tragique. C'est très mythologie grecque en fait. Et donc Nox il a ça, Killby, on voit qu'il est fou, mais en même temps on comprend, on se dit merde, le mec il est immortel, il se souvient de tout, il s'emmerde. Donc il veut découvrir des nouveaux trucs, il veut voyager, machin. Je vais pas avoir cette patate-là sur les vilains de la saison 4, mais on va essayer de les travailler pour que les héros se questionnent par rapport à eux. Mais visuellement, par contre, on rentre dans des... En fait, il y a quelque chose aussi qu'il faut comprendre. C'est assez marrant, c'est un peu... Je vous disais que j'étais fan de comics. C'est un peu le Marvel et DC Comics. Il y a un truc qui est très représentatif de chacune des firmes, c'est que moi je préfère Marvel. J'ai toujours préféré Marvel, parce que dans Marvel, en fait, les personnages sont à échelle humaine. Tu vois, des personnages comme Daredevil, comme Spider-Man, qui ont leurs problèmes du quotidien, leurs petites histoires d'amour, leurs trucs, leurs machins, leurs bidules. Il y en a un, il sauve son quartier, ils sauvent tous les deux leur quartier. Et en fait, finalement, les personnages qui vivent les aventures les plus extraordinaires, c'est les Avengers, où de temps en temps, ils vont sauver l'univers. Dans DC Comics, c'est des dieux, en fait, déjà. Tu vois, ils sont déjà dans un truc, dans des épopées cosmiques, dans tous les sens, avec des dimensions parallèles, des trucs, des machins. Sur Wakfu, quelque part, on a commencé un peu dans un style Marvel, avec on va dire, des personnages à échelle humaine. Et à chaque fois, les adversaires sont devenus de plus en plus puissants. Au début, c'est devenu à échelle, là, ça passe à échelle DC Comics.
C'est-à-dire qu'on commence à être dans des trucs avec des dimensions, à être dans l'espace, on commence à quitter le monde pour avoir quelque chose de plus grand. Et bon, après ça, c'est pas conscient, parce que sur 12 ans, tu le fais pas consciemment. Mais c'est vrai qu'avec le recul, quand on parle avec tes potes et tout, tu te dis, ah ouais, c'est vrai que... à chaque fois, on essaie de monter le niveau, puis à force de monter le niveau, on se retrouve à se bastonner contre des dieux, quoi. Et c'est sympa. Enfin, c'est sympa. Selon toi, est-ce que le final de la saison 4 sera plutôt une sorte de happy end, ou alors est-ce qu'on aura quelque chose d'un peu plus triste? Mais en fait, le truc, c'est que les gens, en fait, ça sera un happy end, forcément, mais ça n'empêchera pas les gens de pleurer. Pas parce que, de façon générale, ça se termine bien, que ça va se terminer bien pour tout le monde. Et en fait, encore une fois, aussi ça, sur les univers qu'on développe, c'est ce que j'adore dans ce qu'on fait. Et encore une fois, c'est le côté mythologie grecque. C'est qu'un héros, des personnages prennent de la saveur, quand en fait, même si on est dans un univers loufoque, comme celui de Wakfu, on peut faire n'importe quoi d'un coup quand il y a des enjeux, et qu'on se dit, merde, ce personnage, il peut y rester. Et il y reste, vraiment, il disparaît, ça y est, c'est terminé pour lui. Ça donne une crédibilité à l'ensemble. On s'y attache encore plus en fait. Et donc, ça ne veut pas dire que ça va finir mal pour tout le monde. Mais voilà, il y a toujours ce côté-là dans Wakfu, il y a toujours je le dis souvent pendant le film de Fous, le côté montagne russe émotionnel. Ça fait partie, c'est la patte en fait, à chaque fois. Mais si vous remarquez, que ce soit le film de Fous, que ce soit les séries que ce soit les différentes saisons de Wakfu, ça finit jamais réellement bien. Yugo, il gagne jamais en fait. Il a perdu contre Nox. Tu vois, c'est con, mais si à la fin on a la sensation qu'il gagne, c'est parce qu'il part sur un voilà, ouais, super, c'est terminé, on l'a eu. Ils l'ont pas eu. C'est Nox qui s'est dit merde, j'ai foiré. Il bat Yugo, il bat tout le monde. Et après, quand il fait sa téléportation que de 20 minutes, il s'arrête, il se dit ça sert à rien, j'ai perdu en fait, mais il a perdu contre lui-même. Et il y a ce côté-là où dans le film de Fous, pour moi la fin elle est hyper triste. Judith gagne encore, le personnage, le méchant gars, enfin la méchante, pas très méchante. En vrai elle est pas méchante. Elle gagne à la fin. Elle ressuscite son mec, mais son mec lui lui dit non, c'est pas comme ça que je veux revenir, ça va pas le faire. Donc à la fin, il y a quand même ce truc-là. Les héros lui donnent du fil à retordre, mais c'est elle qui gagne. Donc il y a toujours cette subtilité. Du coup, c'est pour ça que c'est dur de dire happy end à la fin, pas happy end, machin. Non, parce qu'il y a toujours une subtilité où on peut se dire ah ça finit bien, puis en même temps il y a quand même quelque chose qui te gratte, quoi. Tu dis ah ça finit bien, mais en fait pas si bien que ça quand même, parce que voilà. Mais bon après ça dépend des sensibilités aussi. Lors de la dernière interview, vous nous aviez dit que vous étiez prêt à tout pour conter la suite de l'histoire de la confrérie du tofu, quitte à passer à un format dessiné, comme une BD, voire une web BD. Est-ce que la saison 4 vous permettra de partager tout ce que vous désirez raconter sur la confrérie du tofu, ou comptez-vous partager d'autres histoires via différents supports? En fait, les autres médias, c'est un plaisir aussi. Le problème, c'est de pouvoir tout faire. C'est ça qui est difficile. Et en fait, ça prend pas moins de temps. C'est ça qui est frustrant aussi. Ça prend pas moins de temps d'écrire pour une BD que d'écrire pour un épisode d'une série. Donc en fait, c'est autant de travail. Et donc pour répondre à la question, je vais pas avoir besoin pour le coup de développer plus. Parce qu'en fait, on a eu, grâce au Kickstarter, notamment on a les 13 épisodes qui vont me permettre de faire ce que j'ai envie de faire sur la suite. Et en plus, on a 45 minutes à fournir aussi d'anime par rapport aux 2 spéciaux qui ont été promis et qui ont été débloqués pendant la campagne. En fait, sur mon blog, il y a 2 ans peut-être, j'avais mis des planches de BD. Des planches de BD de ce qu'on était en train de faire, en train d'écrire sur les origines enfin en tout cas, sur un passage important de la vie d'Oropo. Et ça, on a arrêté de le développer pour que ça passe à l'anime. Il y a un truc qu'on fait pas, c'est qu'on raconte jamais 2 fois la même histoire. Donc l'idée c'est que quand on s'est dit tiens, il y a vraiment quand même moyen que ça parte sur un spécial en animation,
qui sera quand même beaucoup plus apprécié par les fans. Un, parce que c'est gratuit, ils vont pouvoir le regarder gratuitement à la télé. Et deux, parce que le format avec les voix, l'anime et tout, c'est quand même le cran au-dessus. Je ne dénigre pas la bande dessinée, hein, attention, hein, mais c'est quand même l'expérience ultime par rapport à notre univers. Bon, on a arrêté le développement de cette BD et on s'en sert comme pré-production pour ce qu'on est en train de faire sur ce gros spécial pour Europa. Donc au final, j'ai plus de nécessité d'avoir un développement externe. Par contre, ce qu'on aimerait faire, ce qu'on est en train de réfléchir à une échelle plus grande, c'est des livres autour du background en général, expliquer, tu vois, les us et coutumes de Bonta, comment fonctionne un zap, toute la magie qu'il y a derrière. En fait, au final, on est obligé, nous, quand on bosse sur des histoires comme ça, de réfléchir aux mécaniques, aux règles en fait, qu'il y a pour pas partir non plus dans tous les sens. Et ces règles-là, on les transmet dans ce qu'on fait, mais elles sont toujours, comment dire, un peu cachées. Et j'adorais qu'on développe des bouquins, vraiment du background à fond, pour expliquer tous ces petits trucs-là, un peu, bon, presque comme des bouquins de jeux de rôle en fait, les bouquins de Donjons et Dragons, vous voyez beaucoup de descriptions sur ce qui se passe et tout. Ça, c'est un truc que j'aimerais beaucoup qu'on fasse, ouais. Avec beaucoup d'illustrations, beaucoup d'exemples, tout comme ça. Puis après, on est en train de terminer le manga Dofus aussi. On s'arrête au tome 30, donc c'est con, mais on va se poser la question de ce qu'on fait aussi après pour la suite, quoi. Si la saison 4 clôt les aventures de la confrérie du tofu, pouvons-nous espérer tout de même voir ces personnages dans le jeu Waven, à la manière des personnages emblématiques dans les MMORPG Dofus et Wakfu? Complètement. Tu vas complètement voir des personnages de tous les horizons, de toutes les époques dans Waven. Mais je te dis pas, je te dis pas pourquoi. Il y a un truc derrière, forcément. Mais ça va être expliqué aussi après. Comptez-vous proposer une suite ou un nouvel anime prenant part dans le même univers de la série? Nous savons que ça peut être compliqué niveau budget, etc. Mais si vous aviez la possibilité de le faire, le feriez-vous? On a déjà travaillé sur les bases d'une suite, d'une série sur l'univers de Waven, qui ferait suite en fait à Wakfu. Donc ça pourrait même s'appeler Wakfu saison 5, l'ère de Waven. Voilà, ça c'est clairement, ça a été même travaillé l'année dernière. J'ai même mis un indice sur mon blog, j'ai mis une illustration d'une pirate qui est une recherche graphique. On a beaucoup de recherches graphiques aussi. Donc oui, complètement, ce sera un vrai plaisir. Et je pense qu'on embrayera là-dessus, parce que même si à chaque fois on passe par des hauts et des bas sur nos séries et qu'on se dit mais on n'arrivera pas à faire la suite, finalement, même si ça prend du temps, on arrive toujours à produire ce qu'on a envie de produire. Ça, c'est formidable. D'ailleurs, j'en profite parce qu'en fait, sur cette saison 4, sans le Kickstarter, je pense qu'elle n'aurait jamais vu le jour. Donc j'en profite pour remercier une fois de plus tous les fans. C'est formidable ce qu'ils ont fait pour nous. Bon, pour eux aussi en partie, parce qu'ils vont se régaler, j'espère, quand on va les livrer. Mais c'est génial, quoi. Et je pense que ça a vraiment apporté énormément pour la saison 4, forcément, puisque ça nous déclenche sa production. Mais je pense aussi que ça apporte énormément pour l'univers dans son ensemble, parce que c'est la preuve que la communauté derrière l'univers est vraiment soudée, elle est avec nous, et c'est tout bête, mais ça a une résonance en termes de communication dans le milieu de l'animation qui est juste incroyable. C'est-à-dire que tout le monde était au courant. J'ai reçu plein de messages des chaînes, d'autres producteurs, des félicitations de tout le monde, qui n'en revenaient pas de l'implication de notre communauté, qui se sont dit « Ah ouais, quand même, c'est vraiment impressionnant ». Les gens, en fait, d'un point de vue externe, ce qu'on fait à Ankama, c'est assez opaque. C'est-à-dire que nos univers, ils sont ce qu'ils sont, ils ont beaucoup de fans, mais les gens qui sont pas, qui sont dans d'autres milieux, peut-être même des fois sur des séries plus preschool ou enfants, ou quand ils regardent ce qu'on fait, ils sont devant, et pour eux c'est un ovni. Et donc ils comprennent pas vraiment l'engouement qu'il y a autour de ce qu'on fait. C'est un univers qui est très geek, qui est assez spécial.
un peu hermétique par moment. Quelqu'un qui regarde la saison 3 aujourd'hui, il va rien comprendre s'il a pas vu ce qui se passait avant. Et par contre ça, ce succès sur Kickstarter, bah, au final c'est comment dire, une preuve que les gens sont vraiment derrière. Et c'est tangible pour tout le monde. La communauté est tellement derrière qu'ils battent des records de financement dans le domaine de l'animation. Voilà, c'est fantastique. Donc non, juste ça, c'est génial. Et vraiment, encore une fois, merci à toute la communauté pour le geste. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus et qui eux-mêmes n'ont pas forcément backé parce qu'ils n'avaient pas les moyens. En tout cas, il y a eu un effet boule de neige fantastique pour nous. C'est génial. Le mot de la fin, je vous remercie en tout cas de venir aussi, parce qu'en fait, c'est super sympa. Personnellement, j'adore tes vidéos. Je trouve qu'à chaque fois, elles sont bien montées, les musiques sont bien choisies. Non, mais vraiment, en plus, je fais pas de compliments quand je le pense pas. Donc c'est vraiment, voilà, c'est propre. Moi, je suis content qu'on ait cette nouvelle vidéo. Je fais pas beaucoup de... En fait, tout bêtement, je fais pas d'interview en général, très peu, parce que c'est pas, voilà, je pas mon truc. Puis quand tu commences, après, t'arrêtes plus. Donc là, pour le coup, je suis content de le faire. Je suis content de le faire avec vous. Ça me fait plaisir. Ouais. Merci. C'est bon. Et bien voilà. Je pense que c'est bon. Hein. Ouais, c'était super. Bah, très bien. Et bien voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo assez différente qui j'espère vous aura plu. Moi en tout cas c'était vraiment un plaisir de retourner chez Ankama pour discuter de la saison 4 avec Tot. Qui sait, ça deviendra peut-être une sorte de rituel à faire tous les 2 ans. En tout cas, si vous avez passé un agréable moment, sachez que le petit pouce bleu du Wakfu et le petit commentaire, ça m'aide beaucoup. Et bien sûr, foncez partager cette vidéo à tous vos amis fans de la série. Si ce n'est toujours pas le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour faire partie de mon équipage d'explorateurs. Et avec la petite cloche, vous êtes sûr de ne rater aucune publication. Et ça, eh bien, c'est beau. Comme d'habitude, vous trouverez en description tout ce qui est Instagram, Twitter et Tipeee pour ceux qui souhaitent me soutenir financièrement. J'en parle d'ailleurs plus en détail dans le Tipeee en question. En tout cas, un grand merci à vous tous d'être restés jusqu'au bout pour une vidéo qui me tient vraiment à cœur. Ceci étant dit, eh bien rendez-vous en commentaire pour analyser tout ça dans le respect et la bonne humeur. Une agréable journée ou soirée à vous. C'était Hirosef, votre explorateur d'univers préféré, pour vous servir.